La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici les titres de ce journal. Faure Essozimna Nyasingbe était aux côtés de ses pairs de la CEDEAO ce dimanche à Accra, au Ghana, autour de la situation au Mali. Ce pays, suite au coup de force dans la transition, écope d'une suspension de toutes les instances de l'institution sous-régionale. Dans ce journal, un invité, Kofi Paye, historien des relations internationales, pour revenir sur la question. Nous lui demanderons notamment si les auteurs du coup d'État ne s'en tirent pas finalement à bon compte. Tout se met en place pour l'ambitieuse campagne de reboisement marquant la célébration du 1er juin de cette année au Togo. Le top sera donné pour la mise en terre de 1 milliard de plants pour les 10 prochaines années. Et nous ferons le point des préparatifs avec une association à Sokodé. Le président de la République a pris part dimanche à Accra, au Ghana, au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, sommet consacré à la situation politique au Mali. Le Togo, faut-il le rappeler, joue un rôle important dans la stabilisation de ce pays. Faure Nyasingbe a donc apporté sa pierre à l'édifice de maintien de la paix dans la sous-région et sur le continent. Compte rendu, Isidore Koubatine. Sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra. Le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Nyasingbe, a pris une part active. Cette rencontre intervient suite au dernier développement de la situation politique au Mali. Le Togo s'est fortement impliqué dans la résolution de la crise malienne. La présence du chef de l'État à ce sommet témoigne une fois encore de son attachement à la paix et à la stabilité dans la sous-région ouest-africaine et sur le continent. Selon le communiqué sanctionnant les travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont entre autres réaffirmé l'importance et la nécessité du recours à un processus démocratique pour la cession au pouvoir, conformément aux dispositions du protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Les chefs d'État et de gouvernement ont aussi décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO conformément aux tests de l'organisation. Ils ont surtout réitéré la décision prise précédemment selon laquelle les autorités de la transition ne devraient en aucun cas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Et suite à ce sommet, nous allons vous proposer de suivre à présent la réaction sur place au Mali des Maliens. C'est dans ce sujet de Dodo Waré. Les réactions n'ont pas tardé après le rendez-vous d'Accra sur le dossier malien. Ils craignaient tous des décisions fortes de la CEDEAO, comme au lendemain du putsch dernier, où les pays de la CEDEAO avaient fermé leurs frontières avec le Mali et suspendu les échanges financiers. Heureusement, il n'y a pas eu de sanctions économiques à part l'isolation du Mali de l'institution sous-régionale, contrairement à la panique de la classe politique et des citoyens maliens. Les responsables du parti Yelena, par exemple, ont estimé que ces décisions ne compromettent pas les pauvres citoyens qui auraient pu subir les conséquences économiques et sociales de ce deuxième coup d'État dans le pays. Quant au M5 RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, la démarche de l'institution sous-régionale est plutôt bon signe et augure de bonnes perspectives dans le processus de transition. L'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, penche quant à elle son regard vers la prochaine échéance présidentielle. Elle exige le respect du délai prédéfini par l'ancien exécutif de transition. Une chose est sûre, c'est que la clémence de la CEDEAO devrait éviter au Mali de sombrer dans des difficultés économiques en dehors de la profonde crise politique que traverse déjà le pays. D'ailleurs, d'après certains observateurs, le colonel Assimi Goïta serait reparti d'Accra soulagé. Et pour en parler, nous avons invité pour vous M. Kofi Paye. Merci d'être sur ce plateau. Je vous remercie. Vous êtes historien des relations internationales et enseignant-chercheur
à l'université de Lomé. Alors, dire que le Mali est suspendu des instances de la CEDEAO, qu'est-ce que cela implique concrètement? Oui, cela veut dire que désormais, jusqu'à nouvel ordre, le Mali ne va plus participer aux réunions de la CEDEAO dans toutes les institutions de cette organisation. C'est-à-dire que le Mali va être absente pendant un temps donné jusqu'à ce que la normalité ne revienne. Donc quand je dis de toutes les instances, c'est-à-dire que pour la conférence des chefs d'État, pour les réunions, le conseil des ministres et d'autres réunions sectorielles dans les autres ministères, les délégués maliens ne pourront plus participer à ces différentes réunions. Alors, on dit que le Mali est suspendu de toutes les institutions. Cela veut dire que les institutions de la CEDEAO qui ont mis en place des projets, des programmes, les programmes et les projets qui vont en direction du Mali vont être suspendus pendant un temps. C'est cela. C'est-à-dire que la CEDEAO ne s'impliquera plus également dans le suivi de la transition? Non, non. La CEDEAO va s'impliquer parce que si vous prenez le protocole additionnel dont a fait cas le commentateur tout à l'heure, dans ce protocole-là, même si un État est sanctionné, la CEDEAO a le devoir de continuer à maintenir le dialogue avec ce pays-là pour que la normalité revienne. Sanction ne signifie pas forcément coupure de lien entre l'État membre et l'organisation, mais tout en maintenant les sanctions, on accompagne l'État à revenir à la normalité. Donc ce n'est pas de fort risque d'isolement? Non, ce n'est pas de fort risque d'isolement parce que, quoi qu'on dise, la CEDEAO a ce devoir-là d'accompagner un État membre à retrouver la situation antérieure. Donc, la suspension ne signifie pas forcément coupure de relation ou bien de dialogue ou bien de contact avec la CEDEAO, mais les émissaires qui sont désignés pour travailler à ce que le Mali redevienne stable institutionnellement, ce contact-là va être maintenu. C'est cela. Alors, pas de sanctions économiques par contre. Est-ce qu'on peut dire que les auteurs du coup d'État s'en tirent finalement à bon compte? Bon, je crois qu'il faudrait comprendre un peu la situation de la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir que l'an dernier, en août 2020, lorsque le premier coup d'État est arrivé, la CEDEAO a pris des sanctions très extrêmes contre le Mali. Et même dans l'histoire de cette organisation, les sanctions qui ont été prises en 2020 constituent en quelque sorte une première dans l'histoire des sanctions de cette organisation. On a fermé les frontières, on a décrété un embargo économique contre le Mali. Le Mali a été suspendu de tous les organes et cela a suscité une vive protestation, un lever de bouclier de la part de la société civile malienne et de certaines ONG. Et même l'Association des consommateurs du Mali et certaines ONG avaient porté plainte contre la CEDEAO à la Cour de justice de cette organisation. Donc aujourd'hui, la CEDEAO se trouve dans une double situation. Oui. Sa légitimité ayant été écornée par les Maliens pendant la précédente sanction, il fallait tout faire pour être au juste milieu. C'est-à-dire que sanctionner, mais faire en sorte que cette sanction soit acceptable par les Maliens et ne pas sanctionner aussi encouragerait les coups d'État dans l'espace communautaire. Donc il fallait sanctionner, mais... un jeu d'équilibriste finalement. Voilà, un jeu d'équilibre parce que la légitimité de la CEDEAO aussi est en jeu dans la crise malienne. C'est cela. Et puis, il faut ajouter à la situation du Mali, de la situation elle-même, parce que le Mali est déjà un pays exsangue, avec la crise sécuritaire, le nord qui est envahi, le centre qui est envahi. L'économie malienne même est complètement à terre. Et ajouter des sanctions économiques encore au Mali, ce n'est pas encourager ce pays à sortir de cette situation, c'est plutôt l'enfoncer. C'est cela. Tout compte fait, le travail quand même des agences de la CEDEAO sera suspendu. Les agences qui agissent au profit des populations, leurs interventions seront suspendues sur la durée de la suspension de la CEDEAO. Tout à fait. C'est cela. Tout à fait. Nous vous remercions, M. Kofi Kpaye, pour vos explications sur la situation au Mali. Dans la suite de cette édition, activité ce lundi à l'Assemblée nationale, la présidente Yawa Digbori Tchegan a reçu tour à tour la représentante régionale ouest-africaine de l'Organisation internationale de la francophonie, le représentant de la Banque africaine de développement et l'ambassadeur de Turquie au Togo. Et nous vous proposons d'écouter ces responsables d'institutions à leur sortie d'audience. Ils sont au micro de Magloire Akwe.
J'ai rencontré Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. On a parlé des relations de coopération entre l'OIF, notre représentation pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie, avec le Togo. On a parlé de tous les projets qu'on est en train de réaliser ici au Togo et dans la région, dans les domaines de formation, d'éducation, dans le domaine de gouvernance, dans le domaine de culture, dans le domaine de développement durable. On a parlé aussi des projets destinés aux femmes, aux jeunes au Togo et dans la sous-région. Nous sommes très contentes de voir que les relations entre l'OIF et le Togo vont de bon train, comme toujours. Elle m'a accordé cette audience pour échanger avec elle sur la collaboration, la coopération entre la Banque africaine de développement et le Togo. Nous avons échangé sur des sujets d'intérêt commun, sur l'implémentation de nos projets sur le Togo et comment la banque compte accompagner le Togo dans les années à venir pour la mise en œuvre de sa feuille de route. Nous avons quelques projets importants, des projets routiers, le projet Agropole de Kara, et nous avons des projets dans le domaine de la gouvernance et nous allons poursuivre. Nous travaillons en ce moment avec le gouvernement sur la préparation de notre document de stratégie pour 2021-2025. Nous avons un département de la gouvernance, nous travaillons sur des questions de gouvernance et il nous arrive d'accompagner des comités qui travaillent sur les questions de finances publiques. Le pilier législatif, c'est très important dans une république. Donc, je suis venue visiter Madame la Présidente pour voir quelles sont les opportunités entre nos relations interparlementaires. Nous avons un groupe d'amitié pour Togo dans notre Assemblée. Nous avons réciproquement montré notre décision, notre conviction d'approfondir ces relations. Ce communiqué du gouvernement concernant donc la poursuite de l'administration de la deuxième dose de vaccination dans le Grand Lomé. Le gouvernement togolais a lancé officiellement le 17 mai 2021 la phase d'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca pour toute personne ayant reçu la première dose de vaccination contre la COVID-19. Dans la poursuite de cette phase d'administration de la deuxième dose, le gouvernement invite toutes les personnes de 30 ans et plus du Grand Lomé ayant reçu la première dose du vaccin AstraZeneca avant le 1er avril 2021 à se rendre au centre de santé ou au site où elles ont reçu la première dose. Ces personnes devront se munir de la carte de vaccination qui leur a été délivrée après l'administration de la première dose, d'une pièce d'identité et du numéro de confirmation qu'ils ont obtenu lors de l'inscription sur vaccin.covid19.gouv.tg. Le gouvernement rappelle que la prise de cette deuxième dose est précédée de l'enrôlement et l'enregistrement pour les personnes qui ne l'avaient pas fait. Sur ce, il invite toute personne désireuse de se faire vacciner à composer le étoile 844 dièse ou à se rendre sur le http://vaccin.covid19.gouv.tg pour se faire enregistrer. Le gouvernement tient à rassurer les uns les autres que des efforts sont consentis pour l'acquisition de vaccins afin de permettre à chacun de se faire vacciner contre la COVID-19 et endiguer la propagation de la pandémie dans notre pays. Le communiqué est fait ce 31 mai 2021 et signé du gouvernement. Le certificat de naissance, c'est l'acte de base qui garantit aux citoyens la jouissance effective et assurée de tous ses autres droits, tout comme d'autres documents juridiques d'état civil. Si l'on y constate des irrégularités, cela cause de sérieux désagréments. Raison pour laquelle la Commission nationale des droits de l'homme sensibilise sur le territoire les officiers et agents d'état civil sur la maîtrise de leur travail. Désiré Aloyer pour l'étape de la région centrale.
pour des raisons d'irrégularité parfois décelées à la dernière minute sur les actes d'état civil, des citoyens perdent des opportunités de jouissance de leurs droits socio-économiques, politiques et civils. À titre d'exemple, plusieurs demandes de certificats de nationalité et de passeport sont bloquées au service contentieux pour cause de ces irrégularités constatées. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, veut corriger le problème. Elle échange à Sokodé avec les élus locaux sur les actes d'état civil dans l'objectif d'améliorer le système d'enregistrement. Essentiellement, qui est-ce qui sont habilités à délivrer les actes? Ce sont les officiers d'état civil. Et donc nous avons dit, ce problème-là, il faut le régler en amont, en sensibilisant les maires pour que les actes d'état civil soient en amont réguliers, pour ne pas créer des problèmes aux citoyens, pour ne pas paralyser la jouissance des droits des citoyens. Vous savez que tout le début d'un être humain, il faut toujours avoir un nom, il faut avoir des actes. C'est avec ces actes-là que vous pouvez vous prévaloir de vos droits. Et je crois qu'avec l'accompagnement que la CNDH vient de nous donner, nous allons ici mettre avec nos secrétaires chargés d'état civil. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Nous-mêmes, nous allons y veiller pour que l'élaboration de ces actes se passe dans de bonnes conditions. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD soutient la CNDH dans cette campagne de sensibilisation qui recadre les officiers d'état civil dans leur exercice afin d'éviter ces irrégularités aux conséquences fâcheuses. Et nous allons parler d'agrobusiness avec le réseau des coopératives d'étuvage de riz des Savanes qui a ouvert un nouveau centre commercial à Dapaon. Rapprocher donc le produit local de qualité de la population, c'est la principale motivation, nous dit Gérard Lagoudou, notre correspondant sur place. Monsieur le secrétaire général. Le réseau des coopératives d'étuvage du riz des Savanes s'est doté de nouvelles infrastructures bien équipées. Il s'agit du centre de transformation et de commercialisation du riz. Ça, c'est la décortiqueuse. Ici, on met le paddy et on recueille le riz ici. Le son et les balles vides sortent derrière. Et après, le décortiquage et le tri, c'est la calibreuse. Et c'est ici qu'on fait le calibrage avant de faire l'ensachage. Par rapport à la qualité du produit qui va être sorti, une réflexion est déjà en cours. Nous travaillons avec les structures déconcentrées de l'État spécialisé, telles que la DRAPA, l'ITRA. La dotation de ce centre vient dans le sens de les amener à professionnaliser leur travail. Et d'une part aussi, c'est de les amener à améliorer leurs conditions socio et économiques. L'initiative répond à l'appel du gouvernement et de ses partenaires. S'inscrire dans la démarche qualité et promouvoir la consommation des produits locaux. Nos actions ayant trait avec les politiques gouvernementales, nous avons trouvé nécessaire qu'il fallait accompagner les femmes qui étaient déjà dans une étape embryonnaire, donc dans ce secteur, à les accompagner à améliorer leur activité. Et de ce centre sortira toute une variété de riz dénommés riz Savana, disponible sur toute l'étendue du territoire national. Et parlons consommation toujours, consommation de qualité. Les produits présents sur le marché ne répondent pas forcément toujours à cette exigence de qualité. Sur le marché, donc, pullulent des fois des produits périmés, faute de moyens financiers ou par ignorance. L'on consomme donc ces produits. Mais quel danger pour le consommateur? Les réponses dans ce dossier de Antoinette Romao-Vovor. Des boissons, des biscuits, des produits laitiers. De véritables délices pour les papilles. Malheureusement, quoique périmés, ils sont toujours exposés dans des rayons des supermarchés ou sur des étalages de boutiques d'alimentation générale. Seulement, nous arrive-t-il de vérifier les emballages avant de les acheter? C'est la chose à faire normalement, mais d'une manière générale, ce n'est pas un réflexe. Nous partons sur la base de la confiance, quoi. Nous leur faisons confiance et du coup, on n'a pas tellement ce réflexe de vérifier la date de péremption. Une descente inopinée de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, vient confirmer nos craintes. Faute de vigilance, nous courons un vrai risque de consommer des produits périmés. Le coût élevé ne donne pas la qualité et le prix réduit aussi ne donne pas aussi la qualité. Il faut que les gens puissent se méfier de cet aspect-là. Est-ce que des gens arrivent à mettre à l'écart les produits dont les dates sont arrivées à expiration?
ou bien des produits qui sont appelés à être incinérés ou pas. Donc, nous avons fait de tout, au moins déjà de 3 supermarchés. Il y a certains qui ont pris l'habitude de les mettre à l'écart et selon leur déclaration, de les incinérer à un endroit bien indiqué et en collaboration avec les ministères de tutelle. Le goût, la texture, les apports nutritionnels, de l'avis des experts, changent lorsque la date de consommation préférentielle arrive à échéance. Conséquence, le consommateur est exposé à des risques d'intoxication alimentaire. Nous avons l'habitude d'ingérer ces produits, oui, mais il y a un effet accumulateur. Aujourd'hui, vous pouvez manger. En fonction de votre organisme, vous ne faites pas la maladie. Mais demain, il suffit seulement d'une bouchée pour que l'effet cumulatif vous fait dépasser le seuil et vous allez faire la maladie. C'est surtout à la veille des grandes fêtes où les gens changent l'emballage ou du moins l'étiquette de l'emballage pour faire passer les produits. Là, on peut toujours les assigner en justice. La loi principale qui est au Togo qui protège le consommateur, c'est la loi de 1999 relativement à la concurrence au Togo. Il y a beaucoup de conséquences ou bien de condamnations que cette loi-là impose ou soumet les professeurs. Mais on se rend compte qu'au Togo, la loi existe certes, mais non seulement les consommateurs eux-mêmes ne la connaissent pas pour pouvoir demander convenablement leurs droits, mais les professionnels qui les connaissent aussi sont des fois à même de les enfreindre. Très régulièrement, le laboratoire de l'Esteba à l'université de Lomé effectue des tests. Différents produits passent à la trappe. But de l'opération, inciter, voire contraindre les entreprises à tester les produits avant de les mettre sur le marché. Alerte aux commerçants véreux. Les acteurs du secteur des transports de l'UEMOA tiennent une table ronde à Lomé. Ils veulent identifier les voies et moyens pouvant leur permettre de régler des désordres révélés dans une récente étude et donc professionnaliser ce secteur des routiers donc de l'UEMOA. Précision, Kazinam Baga. La professionnalisation du transport routier dans l'espace UEMOA au cœur de cette session de renforcement de capacité des acteurs. Elle fait suite à une étude réalisée en novembre 2020. L'étude a révélé qu'il y a beaucoup de désordres dans le secteur. L'accès à la profession, comment gérer une compagnie de transport routier, quels sont les financements qui existent et comment peut-on accompagner les acteurs afin qu'ils puissent bénéficier de ces financements dans le secteur. Au passage, l'État togolais a opté pour le crédit bail. Donc les acteurs qui seront outillés vont voir l'accompagnement nécessaire, ce qu'il faut demander à l'État afin que cet outil puisse les parvenir. Le représentant résident de l'UEMOA au Togo a salué la tenue de cette session de formation qui répond aux vœux des chefs d'État des pays membres de l'organisation sous-régionale qui ont toujours placé la professionnalisation du secteur des transports au rang de leur priorité en tant que gage de performance de l'économie de l'espace. Pour le représentant du ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires, cette rencontre s'inscrit dans le contexte de la feuille de route 2020-2025 du gouvernement qui veut affirmer la place du Togo en tant que hub logistique et de service. La formation va durer 3 semaines. Elle va se dérouler dans l'ensemble des pays membres de l'UEMOA. Elle bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne à travers le 11e FED. Un mot en page internationale. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire le 17 juin prochain. Donc, c'est la date annoncée ce lundi par des cadres de son parti, le FPI. Affaire donc à suivre.
Retour au Togo, la 44e journée nationale de l'arbre aura des allures particulières cette année. C'est ce mardi 1er juin que débute une vaste campagne de reboisement. Le Togo veut reconstituer son couvert végétal en dégradation depuis les années 90, malgré les efforts de l'autorité publique. L'objectif pour cette campagne est de mettre en terre 1 milliard d'arbres au Togo au cours des 10 prochaines années. Première étape, 10 millions de plants en cette année 2021. À la veille donc du 1er juin, nous vous proposons d'écouter de nouveau l'exhortation du ministre de l'Environnement dans ce dossier de Edem Soussoupo. Depuis bientôt 3 décennies, la dégradation forestière a pris le pas sur le reboisement. Les études démontrent qu'environ 8 millions d'arbres sont coupés chaque année contre seulement 3 millions de plants mis en terre. Par an donc, c'est à peu près 5 millions d'arbres qui sont détruits. Et les conséquences sont immédiates, l'effet ressenti est amer. Vous constaterez que les plateaux qui étaient en réalité, je dirais, le grenier du patrimoine forestier, aujourd'hui, ces plateaux-là sont en train de se dégarnir de ces espèces forestières. Constatez qu'actuellement, pratiquement les saisons pluvieuses, on n'arrive pas à déterminer quand est-ce qu'elles vont commencer. Il faut inverser la tendance. Le gouvernement y croit dur comme fer. Il veut intensifier le reboisement. Pour le compte de cette année, du moins cette campagne qui va aller de juin à fin septembre, 10 millions de plants seront mis en terre. Mais pour la seule journée du 1er, nous pensons quand même qu'environ 1 million de plants seront mis en terre. Nous sommes dit que cette fois-ci, il faut que cette opération soit plutôt ramenée au niveau local. Restauration des forêts naturelles dégradées et conservation de la biodiversité oblige. Cela va au-delà d'un bénéfice climatique. Planter pourra nous permettre de régler deux problèmes. Dans un premier temps, ça va nous permettre de retrouver le climat que nous connaissons, 4 saisons au sud et puis 2 saisons au nord. Et ça obéit aussi à un intérêt économique, parce que les industries de transformation de bois, dans la plateforme industrielle d'Aditi Copé, une industrie de transformation de bois ne peut survivre que lorsqu'il y a de la matière. Les résultats du premier inventaire forestier national réalisé en 2015 indiquent que le Togo a un taux de couverture forestière estimé à 24,24%. Le gouvernement veut accroître la couverture forestière qui doit dépasser le taux de 25% de la surface du pays à l'horizon 2025. À l'endroit de la population, je voudrais qu'on sache qu'à partir d'aujourd'hui, la notion qui doit nous guider, c'est que planter, c'est très bien. Mais après avoir fini de planter, il faut suivre et entretenir jusqu'à maturité. C'est ça qui est essentiel. Alors, tous les acteurs à travers le Togo se préparent donc pour démarrer avec succès ce reboisement et pouvoir planter en la journée du 1er juin, demain donc mardi, 1 million de plants. Le Togo s'active ainsi à lutter contre le changement climatique, entre autres, et la reconstitution de son couvert végétal. Nous vous emmenons à Sokodé, à la découverte de l'unité de foresterie appliquée qui offre des jeunes plants aux populations, aux services, pour accompagner donc ainsi la politique environnementale du Togo. Regardons avec Désiré Aloy. Sur cet espace aménagé, l'on retrouve de jeunes plants, 30 espèces au total. Une activité en amont pour créer une disponibilité de plants à repiquer dans l'objectif de créer des espaces verts. Bawa Aloyima, pépinériste à Tchalo, à la sortie sud de la ville de Sokodé, est le propriétaire. Pour lui, la journée de l'arbre au Togo se prépare. Il joue sa partition. Ici, c'est unité de foresterie appliquée. Et ici, nos activités, on fait la pépinière forestière, le reboisement. Nous produisons les plants et nous vendons. Et nous donnons aussi les plants aussi à la population de reboiser. On donne les plants gratuitement
sans payer. On donne aux services, mais il y a aussi des privés aussi qui viennent, on leur donne, ils reboisent. Il y a les essences forestières et les fruitiers. Au total, 30 espèces. La protection environnementale reste l'une des préoccupations du gouvernement togolais. Les efforts dans ce sens s'intensifient pour améliorer le couvert végétal. Cette année, nous avons prévu donner 3000 plants gratuitement aux services et structures et ONG de la préfecture de Tchaoudjo pour appuyer la politique du gouvernement dans le cadre du reboisement. Le changement climatique nous fait beaucoup de tort, avec beaucoup de problèmes. Et j'appelle la population vraiment à s'investir dans le reboisement. Seul, c'est le reboisement qui peut nous sauver de ce changement climatique. Au niveau de Creuset-Togo, pour cette saison, pensez planter 1000 arbres. Et si nous donne cette quantité que vous voyez là, elle vient compléter notre vision. Si nous faisons ce don, c'est un premier acte encourageant. Le second, c'est que nous devrions les planter avec tous les soins et les entretenir pour qu'ils soient contents aussi. Vous convenez avec moi qu'il accompagne le gouvernement togolais dans sa volonté de protéger l'environnement. Ces plans seront donnés gratuitement au lycée moderne de Sokodé par l'ONG UEFA. Dans le souci de lutter contre le changement climatique, le lycée moderne également met sa main dans la pâte. Le Togo prévoit atteindre 25,25% le taux du couvert forestier à l'horizon 2025. L'ambition est d'avoir 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Un besoin pressant qui vient combler les superficies déboisées d'une part et la création d'industries de bois d'autre part. Mobilisons-nous donc tous pour la réussite de la reconstitution du couvert forestier au Togo. Ce communiqué du gouvernement. Le deuxième inventaire forestier national initié par le gouvernement est lancé donc le 8 mars 2021 suit son cours. À l'étape de la région centrale enclenchée le 3 mai 2021, il s'est produit un incident malheureux ayant occasionné la mort d'un agent des eaux et forêts. En effet, au cours de l'opération, dans la matinée du 29 mai 2021, une équipe de l'inventaire s'est retrouvée en présence d'un troupeau de pachydermes dans le parc Fazao Malfakassa, à la hauteur du village de Elavagno-Toji, dans le canton de Mpoti, préfecture de Blita. Les membres de l'équipe ont eu le réflexe de se mettre à une distance raisonnable du troupeau. Lors du rassemblement post-incident, le chef d'équipe, le lieutenant Banafei Winnie Demiem, numéro matricule 043 610-U, ingénieur des travaux des eaux et forêts, a été porté disparu. Les recherches ont été aussitôt lancées afin de le retrouver. Malheureusement, elles se sont révélées infructueuses le jour de l'accident et son corps sans vie a été retrouvé le lendemain, dimanche 30 mai 2021, vers 10 h. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances à la famille éplorée et aux collègues du disparu. Le ministère invite les populations riveraines du parc Fazao Malfakassa à plus de vigilance et de précaution. Communiqué fait ce 31 mai 2021 et signé par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli-Bazi. On va faire le point de la pandémie de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour de lundi 31 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 466, 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 12 868, 60 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement au Togo est de 473. Le nombre de décès stagne heureusement à 125. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins a signé ce point. Un communiqué de l'Agence nationale de sécurité alimentaire au Togo pour boucler d'ailleurs ce journal. La direction générale de l'ANSAT porte à la connaissance des populations que la campagne de vente des produits céréaliers est ouverte sur l'ensemble du territoire suivant le calendrier ci-après. Le lundi à vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h. Les samedis, de 8 h à 11 h. Les prix de vente des produits sont fixés, comme vous pourrez le voir, dans le quotidien national Togo Presse.
Sur les points de vente, le personnel de l'ANSAT et les clients sont tenus au respect scrupuleux des mesures barrières prises par le gouvernement. Pour éviter la spéculation, le nombre de sacs à acheter par client est limité à 2 au maximum. Pour toute information complémentaire, vous pourrez contacter les directions régionales de l'ANSAT. Le communiqué est signé par le directeur général de l'ANSAT, le colonel Urokura Agadazi. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. Yatar Atem vous retrouve à 22h30 pour le point sur l'actualité de la nuit, la dernière édition du journal. Donc, au revoir et à très bientôt sur la TVT.